Allez les amis, on se retrouve pour un nouveau coup tordu, le 329e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est le podcast qui parle de vélo, le podcast qui parle de cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés. Pour les passionnés, je vous retrouve en solo pour la preview de la 10e étape du Tour de France qui va amener les coureurs du côté du Massif Central. Alors déjà... Première chose, c'est que j'enregistre cet épisode juste avant d'aller travailler. Donc l'étape de Châteauroux vient à peine de se terminer, donc avec la victoire de Tim Merlier. Donc je travaille ce soir. Donc allez, à moins que les cotes tombent d'ici à la fin de l'enregistrement de ce podcast, je vais vous faire mon analyse, je vais vous faire ma preview, je vais vous faire mes prédictions sans cotes, bien évidemment. Donc on fera quelques projections en fonction des cotes, mais je voulais vraiment absolument faire ce podcast parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette 10e étape du Tour de France. Pour information, donc demain, donc ce lundi, je sais qu'il y en a qui vont écouter le podcast le lundi matin, le 14 juillet, mais voilà, pour mardi, pour mardi il n'y aura pas de podcast vu que mardi c'est journée de repos pour les coureurs du Tour de France. Mardi matin, alors je vous rassure, c'est très très bénin, il n'y a absolument rien de très très grave. J'ai une petite intervention chirurgicale en ambulatoire. Logiquement, ça doit durer la journée. Alors, je sais pas trop dans quel état je serai mardi soir en sortant de l'hôpital ou mardi après-midi en sortant de l'hôpital. Je sais que généralement, j'ai eu quelques anesthésies générales dans le cours de ma vie et généralement, ça me fait dormir pendant quasiment 24 heures. Donc, il est possible que pour l'étape de mercredi, vous n'ayez pas non plus de podcast. Ça dépendra vraiment de mon état de forme après cette petite intervention. On revient comme à l'accoutumée sur un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà, premièrement, Mathieu Van Der Poel, je vais pas en faire des caisses. Il y a énormément de podcasts et d'analyses qui vont en parler et qui vont éplucher la performance de Jonas Rickaert et de Mathieu Van Der Poel sur cette 9e étape du Tour de France. Simplement sur Mathieu Van Der Poel, le fait qu'il ait gagné ou qu'il ait pas gagné, on n'en a rien à foutre. En réalité, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce que fait un grand champion, c'est qu'il nous a donné des émotions. Et en plus, quand on sait la manière dont... La raison pour laquelle il a fait ce move, ce qu'il a expliqué en interview, c'est que Rickaert rêvait de monter sur le podium du Tour de France et qu'il a fait ça en premier lieu pour qu'il ait le prix de la combativité. C'est magnifique. Au départ, tout le monde a pensé qu'il partait pour les points du maillot vert, les commentateurs, les suiveurs, même dans les voitures des directeurs sportifs, ce qu'on pouvait entendre un petit peu sur les ondes de Radio Tour, c'est ils vont se relever après le 20e kilomètre. Donc ça, c'est un move. Je pense que Rickaert et Van Der Poel, quand ils se recroiseront, quand ils auront 50, 60 piges et qu'ils s'en reparleront à la maison autour d'un bon repas, je pense que c'est un truc, je pense que c'est une journée dont ils vont se rappeler très très longtemps et globalement ça les fera marrer. Et je pense qu'ils se sont fait un souvenir et ils nous ont fait un souvenir qui est quasiment équivalent à la victoire de Mathieu Van Der Poel. Moi j'ai le souvenir, c'était sur une étape de la Vuelta, Tony Martin qui avait fait un numéro en solitaire, je crois 190-195 km et il avait été repris à 25 mètres de la ligne. Mais on s'en rappelle, voilà, et ce move de Mathieu Van Der Poel, on va s'en rappeler, et c'est aussi pour ça qu'on aime MVDP, c'est parce que il casse littéralement les codes du vélo. Deuxième chose dont je voulais parler, Arnaud Delis. Alors Arnaud Delis, ça fait ultra méga plaisir. Il est 3e, il l'a dit à l'arrivée, ça faisait longtemps qu'il s'était pas senti aussi bien sur un vélo parce que on a quand même eu affaire à la 2e étape la plus rapide de toute l'histoire du Tour de France. Et vous voyez au passage ceux qui parlent d'un peloton surmédicalisé, voire à la limite du dopage. On arrive, parce que le précédent record date de 1999, l'ancien deuxième précédent record date de 2003. On arrive, malgré le matos, malgré la nutrition, malgré les intelligences artificielles, malgré toutes les optimisations qu'on peut avoir à droite et à gauche, seulement 25 ans plus tard, on arrive à peu près au niveau de performance que les mecs réussissaient à faire avec de l'EPO et des vélos qui faisaient 1 kilo de plus. Donc voilà, ça chacun le prendra comme il veut. Mais bien évidemment qu'il y a des mecs qui bricolent, ça c'est évident. Mais je pense que là où la norme était de se doper il y a 25 ans, je pense qu'aujourd'hui se doper est devenu dans le peloton est devenu l'exception. Donc pour moi c'est complètement cohérent 25 ans plus tard. Et puis quelque chose aussi dont il faudra qu'on parle à un moment donné, parce qu'on parle beaucoup de la nutrition, on parle du matos, on parle des IA. Je pense qu'on ne parle pas assez de la préparation en salle, on ne parle pas assez de la musculation. Et je pense que pour cet hiver, on vous fera un épisode spécifique parce que les coureurs aujourd'hui passent beaucoup plus de temps à pousser de la fonte. On a vu par exemple, c'était, il me semble,
Kevin Vauquelin, je crois, un coureur français en tout cas, un coureur français qui expliquait que pour le contre-la-montre, pour travailler sa position spécifique, il avait énormément travaillé en musculation pour justement aller travailler des muscles spécifiques qui lui permettent d'être meilleur en contre-la-montre. Ça, c'est des choses qui, je veux dire, vous parlez avec des coureurs qui étaient dans le peloton il y a encore 10-15 ans, ils disaient s'ils avaient une séance à faire sauter dans la semaine, c'était la séance de muscu, très clairement. Aujourd'hui, je pense que ce type de séances sont devenues prioritaires. On voit par exemple Paul Magnier, lui, il a passé un step cet hiver parce qu'il a passé son hiver à faire des squats. Donc, je pense que c'est quelque chose qui était négligé à l'époque qui aujourd'hui est devenu le quotidien du coureur. Alors attention, je dis pas que les coureurs de l'époque passaient leur hiver à bouffer des frites et à manger de la bière. On sait par exemple que Luc Leblanc, sur conseil de Raymond Poulidor, il avait passé un step. Poulidor lui avait dit coupe du bois pendant l'hiver. Il avait passé un hiver à couper du bois au début des années 90 et il est revenu, et après c'est là où il a commencé véritablement à exploser au niveau mondial. Mais en tout cas, on a aussi énormément avancé au niveau de la préparation physique. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui on arrive à des performances, je pense, à l'eau plate ou quasiment à l'eau plate, aux performances qu'on pouvait voir il y a 25 ans sur des courses où on roulait littéralement à l'EPO, parce que souvent on compare Pogacar à Armstrong, on compare Ulrich à Vingegaard. Là on voit véritablement un peloton complet d'aujourd'hui versus un peloton complet d'il y a 25 ans. Donc, je reviens à Arnaud Delis, je voulais vous parler de lui. Moi, j'étais véritablement très très inquiet pour Arnaud Delis. J'adore, je suis un fan, mais plus d'Arnaud Delis. C'est un de mes coureurs préférés. Pourquoi ? Parce que c'est les valeurs qu'on aime, c'est les valeurs du sport qu'on aime, c'est l'anti-star, c'est, on va dire, l'anti-foot. S'il y avait deux échelles dans le sport, on dirait qu'on a Neymar complètement d'un côté, à l'opposition totale, on a Arnaud Delis. Il vit à la ferme. C'est un mec simple, c'est un mec normal. On a juste, Arnaud Delis, je vais vous dire un truc, en réalité, on a juste envie d'être son pote. Voilà, tout simplement, on le voit, on a envie d'être son pote. Et moi, ces derniers mois, j'étais malheureux. Et je vais vous dire un truc, j'avais eu très très peur parce que vous le savez, en 2024, Arnaud Delis, sa carrière a subi un coup d'arrêt. Il a été mordu par un tic. Et donc voilà, ça, la maladie de Lyme, c'est une véritable saloperie. Je vous invite par exemple à aller chercher les podcasts de Xavier Thévenard, un immense ultra trailer qui a notamment gagné l'UTMB, lui qui a été piqué par une tique, et ça l'a mis à plat pendant plusieurs années. Donc ça, faites hyper attention lors de vos sorties, c'est vraiment quelque chose qui peut vous pourrir la vie. Et c'est encore une maladie qui est assez peu connue, et j'en avais parlé d'ailleurs à l'époque dans le podcast, et moi j'espérais, alors apparemment pour Arnaud Delis ça a été pris assez vite, mais j'espérais véritablement du fond du cœur que Arnaud Delis n'ait pas de séquelles. Et quand on l'a vu, on va dire, faire une saison, un début de saison, on va dire assez catastrophique par rapport à son niveau, moi j'étais véritablement très très inquiet. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires, est-ce qu'il y a des choses qui n'auraient pas encore été détectées par la médecine? Bon, visiblement non, on est rassuré. Il monte crescendo au fur et à mesure de ce Tour de France. On comprend pourquoi la Lotto l'a aligné sur ce Tour de France. Et quand à l'arrivée, il fait 3e et qu'il dit qu'il s'est jamais senti aussi bien sur un vélo depuis très très longtemps, et ben moi je suis super content. Je sais que des fois entre suiveurs, entre Belges, Français, voilà, ça se chacagne un peu. On s'en fout dans le coup tordu, on s'en fout. On aime les champions, on aime les coureurs qui ont un bel état d'esprit, une belle mentalité. Et voilà, il y a des coureurs français que je peux pas blairer. Et il y a quelques-uns, voilà, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et pour moi c'est pas une question de nationalité en fait. Et donc, pour le bien du vélo et pour le bien du cyclisme, revoir Arnaud Delis à ce niveau-là est quelque chose qui me réchauffe le cœur. Dernier sujet dont je voulais vous parler, il y a autre chose dont je voulais vous parler, l'interview de Thierry Gouvenou juste avant l'étape. Alors je pense qu'il s'est mal exprimé parce que pour moi Thierry Gouvenou, donc celui qui fait les parcours du Tour de France, s'il a dit, moi je pense qu'il s'est mal exprimé quand il explique que les sprinteurs, si la branche sur laquelle ils sont assises, il était très très en colère sur l'étape de Dunkerque et l'étape qu'on a vue ce samedi où véritablement il y a quasiment pas eu d'échappée en dehors des deux Total Energy qui sont sortis dans le final sur l'étape de ce samedi. Donc ça, pour lui, au niveau du spectacle, c'est véritablement catastrophique. Je vous invite à retrouver sur les réseaux sociaux une interview vidéo que Thierry Gouvenou a fait pour Le Monde, le journal Le Monde. C'était juste avant le Tour de France. Il expliquait comment il construisait un parcours et il dit quelque chose de très très intéressant qui a été relevé absolument par personne. Il explique que pour lui, le nerf de la guerre, c'est d'avoir le plus de spectateurs possible, donc d'avoir le plus d'audience possible,
parce que c'est ce qui se permet d'avoir le plus de sponsors possible et c'est ce qui permet de faire le plus de choses. Donc, traduisez, alors je précise au passage que j'adore Thierry Gouvenou. Moi, je trouve qu'il fait un travail véritablement exemplaire avec Christian Prudhomme. Ceux qui sont critiques avec Prudhomme et Gouvenou ne se rappellent pas des purges qu'ont été les derniers Tours de France organisés par Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie Leblanc, je vais vous le dire mon sentiment, sur les dernières années, je pense que c'était un bon RP. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un réseau politique qui était assez énorme. C'est ce qu'on voit notamment dans le documentaire sur l'affaire Festina. Le jour où l'affaire Festina éclate, on était en Corrèze. Les Chirac avaient leur maison en Corrèze. Il était invité à dîner chez eux. Bon, il s'est pointé à minuit et demi pour raconter ce qui était en train de se passer dans l'affaire Festina. Donc c'est un mec qui pouvait aller taper chez les Chirac, qui avait son siège, voilà, qui s'installait, qui discutait. Donc c'était quelqu'un qui était politiquement assez puissant à l'époque, comme l'est d'ailleurs Christian Prudhomme aujourd'hui. Maintenant, Jean-Marie Leblanc, on va pas se mentir, sur les dernières années, sur les parcours, il ne travaillait plus. Les Tours de France, les derniers Tours de France sous Jean-Marie Leblanc, on avait un prologue. Après, on avait 7 étapes de sprint ou 8 étapes de sprint avec la victoire de Mario Cipollini, qui abandonnait derrière dès qu'on avait un premier talus. Et derrière, on avait de la montagne, c'était Lance Armstrong qui poutrait tout le monde. On avait un contre-la-montre juste avant la montagne. Et c'était c'était les Tours de France, Miguel Indurain, Lance Armstrong. Globalement, c'était chiant à mourir. Christian Prudhomme, qui lui-même a été journaliste, qui lui-même a commenté le Tour de France, était l'adjoint de Jean-Marie Leblanc les dernières années, et même si Christian Prudhomme n'a jamais critiqué ouvertement Jean-Marie Leblanc, lui, quand il a récupéré la direction du Tour de France, il a fait tout l'inverse. Il a cassé cette idée d'avoir un prologue le premier jour. On a commencé à avoir des étapes de punch. On a vu le Mont des Alouettes avec la victoire de Philippe Gilbert en 2012. On a on a le contre-la-montre par équipe, par exemple, de Barcelone l'année prochaine. Donc, véritablement, on a un peu de montagne en première semaine. Donc, on cherche à casser véritablement les scénarios établis. Et ça, vraiment, ça a été la marque Christian Prudhomme. Dès qu'il a récupéré les rênes du Tour de France, on a vu une véritable différence. Maintenant, là où je reviens donc à l'interview de Thierry Gouvenou dans Le Monde, donc il explique que plus il y a de sponsors, plus ils se permettent de faire des choses. Donc traduisez, plus il y a de sponsors, plus ça permet à ASO de s'engraisser, de gagner de l'argent. Et pour moi, ce qui est un petit peu, si vous voulez, dangereux, c'est cette course à tout prix à l'audience. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont remis la rue Lepic sur la dernière étape des Champs-Élysées. Moi, personnellement, ça me va très très bien, ça fait du spectacle. Mais ASO, si vous tapez sur Internet, je crois qu'ASO, les derniers chiffres déclarés, c'est 134 millions d'euros de bénéfices. Alors, il n'y a pas que le Tour de France, évidemment. Il y a l'organisation du Marathon de Paris, il y a le Paris-Dakar, il y a énormément de choses. Mais 134 millions d'euros de bénéfices. Quand on sait d'ailleurs que gagner une étape sur le Tour de France, c'est seulement 11 000 euros, comparer ça à d'autres sports, c'est totalement ridicule. Moi, je pense que déjà, honnêtement, franchement, je pense que s'ils doublaient les primes des coureurs sur le Tour de France, à mon avis, ça ferait pas un gros trou dans la caisse. Enfin, ça, c'est que mon avis. Mais si l'idée première, c'est de faire exploser les audiences dans le but d'engraisser les actionnaires d'ASO, ça veut dire que Thierry Gouvenou, il va commencer à nous scénariser des Tours de France de la même manière qu'Alexia Laroche-Joubert nous scénarise un Koh-Lanta. C'est-à-dire que Koh-Lanta, au départ, on avait, on va dire, une aventure sportive, humaine, et quand Alexia Laroche-Joubert a récupéré il y a quelques années la direction artistique de Koh-Lanta, en tout cas quand elle a pris la tête d'Endemol, la société de production qui gère Koh-Lanta, là c'est devenu une télé-réalité scénarisée et ça n'avait absolument plus aucun intérêt. Donc là où j'ai un petit peu peur, si vous voulez qu'on soit un petit peu dans ce scénario-là, on voit cette année le critère du classement par points qui est clairement fait pour avantager Tadej Pogačar, le classement des grimpeurs qui donne quasiment aucune chance aux baroudeurs. Donc on réfléchit un petit peu à des scénarios, à des choses qu'on a envie de voir en fonction du spectacle et de l'audience. Alors pour nous téléspectateurs, c'est bien, mais si la finalité absolue, ultime, c'est d'avoir des actionnaires qui disent t'es mignon Thierry, mais nous on veut que la moulaga elle rentre, là à un moment donné, si vous voulez, le truc va avoir ses limites. Et nous, public, on va avoir l'impression d'avoir un truc entre guillemets. Alors évidemment, c'est les coureurs qui font la course, mais d'un truc un petit peu scénarisé. Moi, j'ai pas aimé ce coup de pression où quand il dit les sprinteurs, les équipes de sprinteurs, si la blanche sur laquelle ils sont assises. Les équipes de sprinteurs, elles sont là pour gagner la course. Un directeur sportif, des coureurs, ils sont là pour gagner une course. C'est-à-dire que le business d'ASO et l'audience qu'il y a autour, c'est pas leur problème en fait.
pas leur souci. Donc moi je trouve que sur le Giro, on est souvent critique à l'égard des organisateurs du Giro, mais le prix de la Fuega par exemple, ça c'est une bonne idée. Thierry Gouvenot a aussi quand même un petit peu donné la solution dans son interview, c'est-à-dire que quand il explique que désormais quasiment toutes les équipes sont qualifiées, il y a presque plus aucune équipe invitée sur le Tour de France. Si on a vu par exemple les Rockets à la TDT Unibet sur ce Tour de France, moi à mon avis les Rockets sur l'étape de Saint-Denis ils auraient attaqué, et sur l'étape de Valenciennes-Dunkerque ils auraient attaqué. Donc est-ce qu'il faut pas aussi avoir une équipe entre guillemets un petit peu petit poussé, vraiment entre guillemets, avec 3-4 millions d'euros de budget, un petit peu comme les Bardiani sur le Giro? Moi je pense que ça peut être aussi un angle de solution. Et une autre solution qui n'a été évoquée par personne, pourquoi pas donner quelques points UCI sur les sprints intermédiaires, ou alors pour le prix de la Fuega, sur le Giro par exemple c'est Manuel Tarozzi qui l'a remporté cette année, mais par exemple on donne un prix à celui qui a fait le plus grand nombre de kilomètres en échappée, et à ce coureur et à son équipe on donne quelques points UCI. Et là, vous allez voir, ça va se taper un petit peu plus pour les échappées matinales dites publicitaires. On enchaîne avec une question qu'on m'a posée dans un auditeur du podcast qui m'a posé cette question-là, qui m'a demandé qu'est-ce que c'était que la BK et qu'est-ce que c'était que les pourcentages de bankroll. Alors, je sais qu'à l'écoute du coup tordu, vous êtes très très nombreux à être initiés au principe du betting. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je parle souvent de management bankroll. Et justement, puisqu'on est sur le Tour de France, dans le coup tordu, c'est aussi à ce moment-là où on fait nos plus gros scores, nos meilleures audiences dans le podcast, bien évidemment c'est normal. Et il y a aussi des nouveaux qui nous rejoignent, et très souvent pendant le Tour de France, c'est là aussi on recrute des nouveaux auditeurs. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a reproché assez violemment il y a quelques jours de à chaque fois resituer par exemple, parce que c'est Side Limit, Side Limit qui est le jeu de fantasy sur lequel on joue, sur lequel je joue dans le coup tordu, qui est en gros un jeu de fantasy où on joue avec ses propres cartes, avec ses propres NFT, mais je me dois permettre, quand il y a des nouveaux, même s'il y a 5% de nouveaux, ou 10% de nouveaux, ou 3 nouveaux, mais j'ai pas envie qu'ils soient largués. Je veux dire, c'est la base du programme audio. Alors même évidemment, si je fais pas ce podcast de manière professionnelle, je suis là pour partager, pour m'amuser avec nous. Il n'y a pas de monétisation dans le coup tordu, même si demain ça vient et que ça nous permet de faire évoluer le podcast, pourquoi pas faire du vidéocast, pourquoi pas avancer. Bien évidemment, ça fait aussi partie des idées, des projets, pourquoi pas, si ça vient pas, on le fera pas. Mais l'idée, en fait, l'idée n'est pas là, c'est que quand t'es à minima, moi j'essaye de le faire de manière professionnelle tout en restant amateur, mais l'une des bases, c'est que 100% des gens qui sont à l'écoute doivent comprendre ce qui est en train de se passer. Je veux dire, quand Léa Salamé sur France Inter, elle reçoit Booba, même si 85-90% de la population française connaît Booba, elle resitue pour les 10-15% qui ne connaissent pas ou mal Booba, son âge, sa carrière, ses disques vendus. C'est très simple. Donc, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le coup tordu, si on emploie des termes ou des choses un petit peu spécifiques, n'hésitez pas à venir me voir en privé et à me poser la question comme l'a fait cet auditeur. Il n'y a aucune question idiote. Donc, je pense qu'on refera un épisode très très long sur les pourcentages de bankroll et sur le management de bankroll, mais je vais quand même résumer assez rapidement. Donc, cet auditeur joue sur un site, il me dit qu'il joue avec 50 €. Globalement, c'est son budget. Donc, là, je pense qu'on est clairement dans du pari récréatif. Déjà, si on joue avec 50 €, je pense qu'on est sur un seul site de paris sportifs. Et pour moi, la base minimum, c'est d'être au moins sur 4 sites. Et pour moi, les 4 où on arrive à choper, on va dire, les meilleures cotes, celui de Patrick Bruel, il y a CTLM, Le B et Tagada. Voilà, je les cite pas officiellement, mais vous avez compris à peu près de quoi je veux parler. Alors, chez Marc Madiot également, depuis le début du Tour de France, on fait aussi des pronos. Alors pour l'instant, les cotes sont franchement pas terribles. Donc pour moi, c'est les 4. Voilà, c'est les 4 essentiels. Pour moi, c'est la base. Je ne suis d'ailleurs que sur ces 4-là. Et est-ce que c'est intéressant d'aller bricoler en dehors de France, en dehors de la NJ? Alors déjà, c'est complètement interdit. Voilà. Alors, vous n'aurez pas de sanctions si vous êtes choqué. Je crois pas. Mais j'ai envie de dire, à la vue de ce que proposent les bookmakers français dans le cyclisme et à la vue de ce qui se passe à l'étranger, à l'inverse du foot ou d'autres sports, il n'y a pas vraiment de value, si vous voulez, à aller sur des sites étrangers. En tout cas, sur ce que je vois, et aussi, ça peut être aussi extrêmement dangereux et c'est à vos risques et périls. Donc moi, c'est quelque chose que je déconseille. Donc, une fois que vous avez que vous êtes sur ces 4 sites, vous devez vous définir une bankroll. Alors, comment se définir une bankroll? Je pense que c'est un sujet qui est assez vaste et d'ailleurs, là, je vais m'adresser aux joueurs qui sont un petit peu chevronnés et
si vous avez des avis, parce qu'il n'y a pas on va dire, il n'y a pas de règles absolue dans ce domaine. Donc les joueurs un petit peu chevronnés qui sont à l'écoute du coup tordu, si vous avez des méthodes, c'est-à-dire à savoir comment définir un budget de bankroll, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il n'y a jamais eu d'écrit véritablement là-dessus. Moi je vais essayer de commencer, si vous voulez, un petit peu à éclairer des premières pistes. Alors déjà là on va vraiment se rapprocher du poker, parce qu'un joueur de poker a aussi une bankroll et joue aussi des tournois en fonction des pourcentage qu'il met sur la table au moment où il va jouer des tournois de poker ou au moment où il va jouer du cash game. Il y a des versions safe, il y a des versions moyennement safe et il y a des versions ultra agressives. Moi je suis dans la version la plus safe qui soit, déjà parce que voilà, j'ai pas envie qu'un jour quelqu'un soit broke parce que j'aurais donné des conseils ou j'aurais dit de la merde dans le coup tordu, envoyer des parpaings de 100, 200, des fois 500 balles et aller afficher ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est totalement irresponsable. On ne se rend pas compte qu'on peut véritablement mettre des gens initiés totalement dans la merde. Quand on est derrière son écran, c'est sûr, on s'amuse, c'est facile, mais derrière, il y a des gens qui ont des vies. Il y a des gens qui ont des vies et les paris sportifs, globalement, peuvent être un poison. Et moi, globalement, envoyer quelqu'un dans la merde, c'est absolument pas mon but. Et d'ailleurs, alors si quelqu'un prend la responsabilité de jouer des pourcentages de bankroll excessifs et de se mettre dans la merde, c'est sa responsabilité. Moi, en tout cas, quand je vous donne mes pourcentages de bankroll, je n'envoie jamais de parpaing. Je suis ultra méga safe. Souvent, c'est une gestion qui m'est reprochée, mais j'estime que c'est une responsabilité. Vous êtes podcast compris, on va dire, entre YouTube plus les plateformes de podcast, vous êtes entre 1300 et 1500 à suivre chaque épisode du coup tordu sur le Tour de France. Voilà, moi je décline toute responsabilité. En plus, dans les pourcentages de bankroll que je vous donne, il y a pas de sujet en fait. Il y a pas de sujet. Donc, comment définir une bankroll ? Bah déjà, faut essayer de définir son reste à vivre tous les mois. Si par exemple vous gagnez 1500 € par mois et qu'une fois que vous avez payé votre loyer, votre charge, votre bouffe, votre électricité, et que vous avez réglé absolument tout et qu'il vous reste 150 € de reste à vivre, là vous pouvez éventuellement, alors après c'est bien aussi d'avoir du loisir, des choses comme ça, là éventuellement vous pouvez vous définir un petit, une bankroll. À l'inverse, si vous gagnez 2500 € par mois ou même 5000, mais qu'à la fin du mois votre reste à vivre est à 0, ne jouez pas. Je vous le dis, ne jouez pas. Faites du fantasy, amusez-vous comme ça, mais ne faites pas de paris sportifs parce que vous pouvez globalement vous mettre dans la merde. Donc j'y réfléchissais en courant ce matin. Donc essayez de regarder vraiment sur un mois vraiment dégueulasse, quelle est, on va dire, la plus grosse perte que vous pouvez avoir. Voilà, véritablement la plus grosse perte que vous pouvez avoir. Moi je crois que dans le coup tordu, depuis qu'on est sur cette bankroll, on a dû perdre, le mois le plus catastrophique, ça a dû être 250 €. Et en fait, cette somme, d'un pourcentage dans le mois qui serait catastrophique, pour moi, cette somme ne doit pas dépasser en fait votre reste à vivre. Voilà, donc ça déjà, c'est une première chose. Donc c'est une question qui est finalement assez difficile. C'est difficile d'y répondre parce que c'est quelque chose qu'il faudrait individualiser, si vous voulez, à chaque individu. En revanche, ce qui est intéressant, et ce que l'auditeur peut faire avec ces 50 € de bankroll, c'est qu'il peut déjà faire une projection, jouer sur une demi-saison ou sur une saison entière. Mettez-vous par exemple 100 € de bankroll. Alors il y a un logiciel de bankroll qui s'appelle Bet Analytics, ça coûte 2 € par mois où vous mettez tous vos paris. Surtout, ne vous mentez jamais, ne mentez jamais à vous-même, soyez véritablement très très rigoureux là-dessus sur votre suivi de bankroll. Mettez bien tous vos pronostics. Donc à chaque fois vous allez mettre sur les 100 €, par exemple si vous jouez un pari avec 1% de bankroll, vous allez jouer 1 €. Si vous jouez 0,5% de bankroll, ça sera 50 centimes. Et jouez entre guillemets des piécettes et regardez, on va dire, sur 100, 200, 300 paris, est-ce que vous êtes gagnant ou pas ? C'est Robin Desbêtes qui disait dans le podcast de Dorado, d'ailleurs, un truc très très intéressant. 51% des joueurs, pour moi ça me fait complètement halluciner, 51% des joueurs ne jouent pas pour gagner. Ça, pour moi, c'est complètement lunaire. Je sais que des fois, ça prête à débat, mais si on joue, c'est pour gagner, c'est pas pour avoir de l'adrénaline. Enfin, moi, je comprends qu'il y ait débat, mais moi je réfute ce concept de mettre de l'argent pour avoir de l'adrénaline. Moi je joue pour gagner et je pense que quand il y a de l'adrénaline, c'est là où on peut commencer à tomber potentiellement dans une forme d'addiction. Potentiellement, bien évidemment, on peut avoir un peu d'adrénaline et pas être automatiquement addict, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais pour moi l'adrénaline est clairement
l'ennemi du parieur. On joue pas, voilà, faut être raisonné. Les bookmakers cherchent à jouer avec vos sentiments et comme disait l'ami Rémi Gémeaux, avec qui on avait écrit le bouquin il y a 4 ans, faut être un bookmaker et froid comme un crocodile. Vous devez être aussi froid que le bookmaker. Vous ne devez pas jouer avec vos sentiments. Si vous avez de l'adrénaline, bah forcément vous allez faire un petit peu n'importe quoi. Donc c'est un sujet finalement qui est assez vaste. Mais moi ce que je conseille pour les débutants, mettez-vous une petite bankroll de 100 euros. Voilà, si vous avez 100 euros de reste à vivre par mois, jouez maximum 1% de votre bankroll sur les plus gros paris. Donc c'est 1 euro et répartissez vos mises en fait en fonction de vos en fonction des paris. Donc bah évidemment si la cote est très élevée, si vous avez une cote à 100, vous avez quand même peu de chances qu'elle passe. Donc je sais pas, mettez 5 centimes et puis regardez sur 100 paris, 200 paris. Alors évidemment, il faut avoir un panel un petit peu plus large pour savoir si on est gagnant ou perdant. Mais déjà, essayez de jouer vraiment sur quelque chose de petit et essayez de voir si vous êtes gagnant ou pas. Alors attention, ça veut pas dire que le moment où vous allez multiplier par 10 ou par 100 votre bankroll et que vous allez passer sur une bankroll de 10 000 euros, ça veut pas dire à ce moment-là que vous allez être gagnant. Pas du tout, parce que c'est souvent plus simple on va dire, de parier un petit peu de manière symbolique. Quand on met 1 euro, on n'a pas de pression. Par contre, si on envoie un parpaing à 100 euros sur un pari, là, on a tous un petit peu plus la pression. Donc là, on joue pas exactement. Ça peut aussi affecter la prise de décision. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye véritablement à chaque fois de rester dans une zone ultra méga safe, parce que moi aussi, même si j'ai un bad run de 7, 8, 10 jours où je vais perdre, bah je sais que mentalement, ça va pas véritablement m'affecter, parce que la chute ne va pas du tout affecter mon train de vie. On bascule, voilà, c'est sympa de parler de tout ça. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là aussi pour y répondre. Mais encore une fois, j'attends vraiment vos avis sur le sujet, ça m'intéresse. Quels que soient les avis, encore une fois, on peut débattre de tout. On bascule donc sur cette étape, hein, l'étape du Massif Central, donc 10e étape de suite. Hein, habituellement, les jours de repos sur le Tour de France, c'est le lundi, mais comme cette année, le lundi tombe un 14 juillet, bah, on a décalé la journée, enfin les organisateurs ont décalé la journée de repos d'une journée. C'est un chantier cette étape, hein. 165 km, quasiment 4500 mètres de dénivelé, ça monte, ça descend, on arrive du côté du Puy de Sancy, l'arrivée d'ailleurs au Puy de Sancy qui sera pas l'ascension la plus compliquée de la journée, ça monte, ça descend, ça tournicote dans tous les sens. Allez voir la preview de Thibaut sur son site Vélo Futé, puis Enzo qui va vous en sortir une également sur son site The Big Gear. Alors sur cette étape, globalement, bon, la météo va pas le temps, il va faire beau et chaud évidemment. Le temps va pas véritablement avoir un impact sur le scénario de la course. En tout cas, le vent ne sera pas bloquant. Alors sur cette étape-là, à première vue, échappée. Beaucoup voient une échappée sur cette étape-là. Moi, je peux me planter, mais je suis ultra méga convaincu de l'inverse. Cette étape, ce profil me rappelle deux parcours. Le parcours l'année dernière de l'étape qui avait été remportée par Jonas Vingegaard quand il avait rattrapé Pogačar à l'arrivée. Pogačar avait fait une fringale et Vingegaard l'avait tapé au sprint. Dans l'idée, ça me fait penser aussi à l'étape de Turin sur le Giro 2021, celle qui avait permis à Jay Hindley de remporter ce Giro. Sur cette étape-là, pareil. Tout le monde voyait une échappée l'emporter et les Bora avaient foutu un bordel monstrueux et ça s'était fini en GC Day. Donc je pense qu'on va avoir un GC Day. Alors le truc, la clé pour moi, c'est la Visma. La Visma, Thibaut le dit dans sa preview sur Vélo Futé, le 30 avril dernier, ils sont venus précisément reconnaître cette étape. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec l'abandon de Joao Almeida, ils se retrouvent en supériorité numérique. Et pour moi, des plans, si vous voulez, il n'y en a pas 40. La fois où ils ont piégé Pogačar, c'était le fameux coup du Granon où il s'était fait agresser tour à tour par Roglic et par Vingegaard. Donc je pense que s'ils veulent avoir une chance de battre Poggi, pour moi ils en ont aucune, hein, évidemment, mais c'est de jouer sur les deux cartes, à savoir sur Jonas et sur Matteo Jorgensen. Voilà, faut un petit peu essayer de taper sur les deux cartes et essayer de mettre Poggi en infériorité numérique. Donc pour moi, ils vont rouler, ils vont essayer petit à petit d'éplucher le peloton et d'éplucher les équipiers de Tadej, sachant qu'ils sont un de plus. Un mec comme Sepp Kuss, quasiment, on l'a pas vu depuis le début du tour. Moi, je pense que Sepp Kuss et Adam Yates, c'est même combat. On les a préservés du côté de la Visma et du côté des UAE pour la montagne, très clairement. Donc, c'est un peu le scénario que je vois.
ça va partir en GC Day et pour moi ils vont se faire contrer tout simplement parce que Poggi est clairement au-dessus. Il y a pas trop photo, même à la limite ça va presque, je pense, les faire marrer. Donc moi je serais sur la victoire de Tadej Pogačar. Alors au moment où je termine l'enregistrement du podcast, on n'a toujours pas les cotes. Maintenant, j'espère, vu que le scénario échappé est aussi en probabilité, je pense qu'on peut avoir du Poggi au moins à 2,5. Voilà, peut-être un peu plus, mais voilà, là où j'irai pas, si on voit par exemple du Poggi à 1,30, 1,40, 1,50, pour moi à partir de 1,80, 1,70, 1,80 c'est bon à prendre, 1,80 c'est bon à prendre. Voilà, en dessous on prendra pas. Donc voilà, je vous dis un petit peu ça, et après, si on a une cote correcte, on va dire 1,80 à partir de 2, voilà, on sera sur 0,25% de bankroll. On sera en sec sur la victoire de Tadej et voilà, je pense que ça sera à peu près tout. Éventuellement avoir aussi un podium de Jonas, avoir aussi les cotations si on a du Jonas en podium à partir de 3-4, parce que pour moi ça va clairement se jouer entre les deux. En plus, le lendemain on a une journée de repos. Moi je pense que du côté des UAE on verrait aussi d'un bon œil d'écraser le Tour de France maintenant et ensuite de rentrer dans une certaine gestion qui va amener Tadej du côté de la Vuelta. Donc voilà, ça sera victoire de Tadej Pogačar. On réajustera en fonction de la cote, mais à première vue, en fonction des cotes que j'imagine, ça sera du 0,25% de bankroll. Dépêchez-vous aux sorties de cote parce que à mon avis, ça risque de se casser la gueule assez rapidement. Et encore une fois, c'est ma conviction. Après, je peux me planter, mais voilà, un autre bet aussi qui me paraît totalement hallucinant au classement du maillot vert. Pour moi, Jonathan Milan, s'il voulait gagner le maillot vert, fallait absolument qu'il fasse une radia ce week-end. Il a plutôt bien travaillé sur l'étape de samedi, sur l'étape de ce dimanche. Il est battu par Merlier au sprint. Il fait 3e au sprint intermédiaire. Pour moi, ça va être très compliqué pour Jonathan Milan d'aller chercher le maillot vert. On est revenu sur une cote de Poggi à 7. Quand on voit les chantiers qui arrivent dans les jours qui viennent, surtout qu'en plus Milan va falloir qu'il s'échappe par moment pour aller chercher des sprints intermédiaires. Il peut aussi se fumer comme ça et nous faire un hors délai en troisième semaine. Dans le col de l'Alo, c'est 87 kilos, va falloir quand même les amener, même si c'est pas par rapport à son poids puissance. Il peut quand même être très très bon en montagne. C'est ce qu'on avait vu notamment sur le Giro 2024. Donc 1,14, non, ça c'est du grand n'importe quoi. Donc ceux qui n'ont pas encore touché à Poggi maillot vert à 7, je pense que vous pouvez mettre une petite louchette parce que ça me semble ultra méga value. Voilà pour ce coup tordu, les amis. Thibaut alias Thibaut Chambre, vous le retrouvez sur son X Twitter Thibaut Chambre, sa preview sur Vélo Futé. Enzo alias Analyste Phoenix sur son site The Big Gear et Analyste Phoenix sur X sur Twitter. Et le coup tordu, vous êtes plus de 500 désormais sur YouTube, Instagram également 550, sur TikTok vous êtes plus de 10 000, sur X 2700, sur Facebook 2700, donc continuez à vous abonner. Les réseaux sociaux du coup tordu, de temps en temps vous pouvez aussi aller cliquer pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Laissez des petits commentaires, ça permet de faire avancer le schmilblick et on se retrouvera peut-être en fonction de mon état de forme mardi soir pour l'analyse de la 11e étape. Ciao les amis.